C'est mars 1971. Dans la province chinoise du Shaanxi, le printemps arrive sec et rude, et l'ombre méfiante de la révolution culturelle de Mao Zedong pèse encore sur l'atmosphère, ayant appris à regarder avec suspicion tout vestige du passé. Dans ces champs frappés par la sécheresse, un groupe de 6 paysans, les frères John, percent la terre. Ils ne cherchent pas l'histoire, ils cherchent de l'eau. Le village souffre de la soif. À quelques mètres de profondeur, la tarière heurte quelque chose de dur. Ce n'est pas de la roche. Ils abandonnent l'outil et commencent à creuser à main nue. Tout à coup, d'entre la terre sèche, un visage apparaît. C'est la tête à taille réelle d'un guerrier modelé en argile cuite avec des orbites vides qui effrènent. La peur est immédiate. À cette époque, tomber sur quelque chose de féodal et d'ancien n'est pas un coup de chance, c'est un danger. Cela peut être perçu comme un mauvais présage et attirer la colère des autorités. Les paysans l'appellent démon, ils ont peur. L'un d'eux, John Shifa, décide pourtant que cela doit être montré. Il charge les fragments dans une charrette et les emmène au musée local. Il ignore ce qu'il vient de déclencher. Il ignore que ce morceau d'argile est le début d'un fil qui, en le tirant, révélera l'enterrement le plus grandiose et le plus déconcertant sur le plan technologique de toute l'histoire humaine. Ils n'ont pas trouvé un seul guerrier. Ils sont au bord d'un inframonde où marche en silence et sous terre une armée de 8000 figures depuis 200 ans. C'est l'armée de terre cuite et elle renferme des secrets capables de bouleverser notre compréhension du monde ancien, des secrets que la science contemporaine n'arrive pas encore à expliquer. Ce n'est pas seulement la chronique de statues, c'est une enquête, l'exploration d'une anomalie technologique figée dans le temps. Pour comprendre ce qui a été trouvé, il est nécessaire de comprendre qui l'a fait construire. Il s'appelait Inshen. Nous le connaissons sous le nom de Qin Shi Huang, le premier empereur l'homme qui, en 221 avant Jésus-Christ, avec une volonté de fer et des rivières de sang, a forgé à partir de 7 royaumes en guerre une seule nation. La Chine a standardisé la monnaie. Les poids et l'écriture. Il a lancé la construction de la Grande Muraille. C'était un génie, un tyran et un paranoïaque. Il a ordonné de brûler des livres et a enterré vifs des centaines d'érudits pour que l'histoire commence avec lui. Et par-dessus tout, il craignait la mort. Il vivait obsédé par l'idée de l'immortalité. Il envoya des expéditions vers les îles des immortels à la recherche de l'élixir de la vie. Il buvait des potions de mercure qui, avec une ironie cruelle, le tuaient peu à peu. Une ville souterraine complète destinée à être son palais dans l'au-delà. L'historien Simatien, qui écrivait un siècle plus tard, affirma que plus de 700 000 personnes furent forcées de construire ce complexe. 700 000 et plus que la population de nombreuses capitales européennes de l'époque, c'était une entreprise comparable à la construction des pyramides mais cachée sous terre. Et à 1,5 km de son tombeau, encore fermé, ils ont élevé une armée. Lorsque les archéologues dirigés par Shokkanmin, le premier érudit à comprendre l'ampleur de la découverte, ont commencé les fouilles systématiques, le monde a retenu son souffle. Ce n'était pas un tas de statues, c'était un quartier général souterrain, 4 fosses monumentales. La première, une avant-garde avec 6000 guerriers et chevaux, principalement de l'infanterie. La deuxième, une unité d'élite avec cavalerie, archers et chars. La troisième, un poste de commandement avec des officiers généraux et un char d'état-major. La quatrième était vide, il n'y avait pas eu le temps de la terminer. L'empereur est mort et le travail s'est arrêté pour toujours. Mais l'échelle n'était que le début. Le véritable frisson se trouvait dans les détails. 8000 guerriers et pas un seul, je répète, pas un seul visage identique. Ce ne sont pas des estampes, ce sont des portraits. Chaque figure exhibe sa coiffure, propre sa moustache, la forme particulière de l'oreille, ses rides. S'agissait-il de moules de personnes réelles ou d'une armée d'artisans, chacun créant de manière individuelle? La discussion reste ouverte. Leur taille est frappante. La taille moyenne des guerriers se situe entre 180 et 190 cm, significativement plus grande que celle de l'homme moyen dans cette Chine. Ce n'était pas une armée ordinaire, c'était une garde des troupes sélectionnées. L'armure apparaît sculptée avec une précision minutieuse des centaines de plaques individuelles reliées par des courroies en cuir, chaque rivet, chaque nœud à sa place. Et alors surgissent les questions sur le comment. L'analyse de l'argile a montré qu'elle provenait de sources locales. Mais comment ont-ils réussi à obtenir une telle dureté? La cuisson a atteint des températures incroyablement élevées et contrôlées au millimètre près. Et par-dessus tout, il y avait la logistique. C'était une chaîne de montage, une sorte d'usine fordiste dans l'Antiquité. Les spécialistes ont trouvé des marques des sceaux de maître. Différents ateliers s'occupaient de faire contenir de différentes parties. Et donc, certains fabriquaient des têtes, d'autres des torses, d'autres des jambes. Ensuite, d'une manière ou d'une autre, ces pièces pesant des centaines de kilogrammes étaient transportées, assemblées, collées, vernis peintes et installées dans les fosses.
Ce fut un processus industriel, une production de masse de chefs-d'œuvre. Et pourtant, l'énigme la plus profonde se trouvait dans leurs mains, dans leurs armes. Des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'armes de combat authentiques, des épées en bronze, des pointes de lance, des boulons de baliste. Lorsque les archéologues ont extrait la première épée, ils sont restés immobiles. De 200 ans dans un sol humide et agressif auraient dû transformer n'importe quel bronze en une poudre verte friable dévorée par la corrosion. C'est ce qui arrive toujours, mais cette épée brillait. Elle était parfaite. Son tranchant était si coupant qu'un archéologue s'est blessé accidentellement. Elle n'était pas simplement conservée, elle semblait fraîchement emballée. L'enquête a commencé. Les échantillons ont été envoyés dans les meilleurs laboratoires. Physiciens, chimistes, métallurgistes se sont penchés sur les artefacts. Un métal magique? Non. L'analyse a révélé un bronze avec un fort taux d'étain standard, rien d'extraordinaire. Alors qu'est-ce qui l'a protégé? La réponse est venue après l'analyse spectrale et a obligé à relire les données encore et encore. Il est difficile de croire à l'instrument quand il apporte l'impossible. La surface des épées, des lances et des carreaux était recouverte d'une très fine couche d'oxyde de chrome. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui comme du chromage, un processus de passivation qui crée un film protecteur capable de freiner l'oxydation. C'est ce qui rend nos ustensiles de cuisine inoxydables et fait briller les pare-chocs des voitures. C'est une technologie du XXe siècle. Les premiers brevets industriels de chromage ont été obtenus en Allemagne en 1924 et aux États-Unis en 1950. C'est un procédé électrochimique ou chimique à haute température complexe qui exige une connaissance que l'âge du bronze ne devait pas posséder. C'était pour Miners la première anomalie, la première charge explosive technologique. Comment ont-ils fait? Les sceptiques sont immédiatement apparus. Théorie 1, la chance. Peut-être que le chrome était une impureté aléatoire dans le minerai local. L'analyse l'a démonté. Le chrome n'était présent que sur la surface. Il a été appliqué. Théorie 2, un vernis spécial. On sait que les guerriers et leurs armes étaient couverts d'un vernis protecteur élaboré à partir du bois d'un arbre cité comme toxicodendron. Cette sève est férocement toxique et causait de terribles allergies aux artisans. Pourrait-il contenir des composés de chrome? Les scientifiques ont étudié le vernis. Oui, des traces apparaissaient, mais à une concentration infime absolument insuffisante pour générer un film anti-corrosif aussi uniforme et durable. Le vernis protégeait, oui, mais il n'était pas chromé. Théorie 3, un sol singulier. Peut-être que la terre de Xi'an avait des propriétés chimiques uniques, avec une forte teneur en chrome, qui d'une manière ou d'une autre aurait imprégné le bronze pendant plus de 2 millénaires. C'était une bonne hypothèse, jusqu'à ce qu'elle soit prouvée. Oui, il y a du chrome dans le sol, mais d'abord, ce n'est pas tant que ça. Et deuxièmement, et c'est là que la théorie s'effondre, à côté des armes chromées, d'autres objets en bronze, comme des boucles ou des pièces de char, étaient couverts de corrosion verte, presque détruits. Le sol était le même pour tous, mais le film protecteur n'apparaissait que sur les armes. Il ne restait qu'une seule conclusion. Incroyable. Impossible. Mais unique. C'était intentionnel. Il y a 200 ans, les alchimistes de l'empereur Xin maîtrisaient la technique du chromage. Ils ont plongé des dizaines de milliers d'épées et de pointes dans une solution chimique. Laquelle, à quelle température, nous ne le savons pas. Le secret a été perdu. Il est resté enseveli avec eux. Nous ne voyons que le résultat. Un résultat en avance de 2 millénaires sur notre civilisation. Et ce n'était pas le seul mystère. Les chercheurs ont dirigé leur regard vers les arbalètes. Les dizaines d'arbalètes trouvées dans les fourrés sur effervescence étaient les plus avancées de leur temps. Leur mécanisme de tir était complexe, formé par plusieurs pièces en bronze. Ce qui a déconcerté les ingénieurs, ce n'était pas la complexité, mais la standardisation. Les pièces du déclencheur d'une arbalète s'adaptaient parfaitement à une autre. Ce étaient des composants interchangeables. Une idée que d'autres formuleraient des siècles plus tard. C'était une production industrielle de masse. Si un guerrier subissait une panne, il n'avait pas besoin de courir chercher un maître artisan. Il pouvait prendre une pièce d'une autre arbalète endommagée et réparer la sienne en 1 minute. Et il y avait des milliers de pointes de flèches toutes fondues avec une section de pyramide triangulaire, mais pas n'importe laquelle. Sa géométrie était calculée avec une précision aérodynamique troublante. C'était une forme optimale pour percer des armures. Ce n'était pas un arsenal rituel, c'était un ensemble létal de haute technologie prêt pour la bataille. Si nous comptons le chromage propre au XXe siècle et les pièces interchangeables propres à des époques beaucoup plus tardives, le tableau commence à se déformer. Et alors est apparue la couleur. Pendant des décennies, nous avons vu l'armée comme une masse grise de la couleur de la terre cuite et de la terre. Nous avons cru que cela avait toujours été ainsi.
Fantôme monochrome. Quelle erreur. En 1999, en excavant un autre fragment intact, celui de la tunique d'un général, un miracle s'est produit qui a duré quelques secondes juste avant que l'air sec ne touche la surface. Des couleurs vives, éblouissantes, des visages roses, des cheveux noirs, des boucliers rouges, des pantalons verts, des rubans bleus sont apparus. Ce n'était pas une garnison grise, c'était une garde éclatante, vibrante, presque festive, et c'était un miracle qui mourait sous nos yeux. Pendant 2000 ans, la peinture mélangée avec un liant peut-être du blanc d'œuf ou de la colle animale s'était préservée dans l'environnement humide et stable de la crypte. Dès que l'oxygène et l'air sec l'atteignaient, le liant s'évaporait. La couche picturale se rétractait, se fissurait, et en 15 secondes, elle se transformait en poussière. Les archéologues regardaient l'histoire se désagréger dans leurs mains. Une tragédie. Une course contre la montre a commencé. Les meilleurs restaurateurs et chimistes de Chine et d'Allemagne ont été appelés. Des mesures d'urgence pour la conservation ont été conçues. Maintenant, lorsqu'apparaît un fragment coloré, il est immédiatement pulvérisé avec un conservateur du PG du polyéthylène glycol et enveloppé dans un film. Puis il part pour le laboratoire où l'humidité est progressivement retirée pendant des mois, remplacée par des substances protectrices. C'est un travail titanesque et cette même tragédie a conduit à la révélation suivante. Les scientifiques ont analysé la composition des pigments rouges de cinabre, sulfure, de mercure orange, de réalgar, sulfure d'arsenic vert, de malachite bleu, d'azurité toute naturelle bien que coûteux comme on pouvait s'y attendre. Jusqu'à ce qu'ils étudient le fastueux violet royal qui ornait les officiers et les décorations de plus. À décédant, de plus haut rang, les analyseurs ont renvoyé une formule silicate de barium et de cuivre BaCu2O6. Dans le laboratoire des regards se sont croisés. Cette substance n'existe pas dans la nature, ce n'est pas un minéral, c'est un pigment synthétique. Il a été créé cuit dans un four. Ils l'ont baptisé violet chinois ou violet chien et ont tenté de le reproduire. Et la surprise est arrivée. Pour obtenir cette couleur, il fallait partir de minéraux contenant du barium comme un matériau cité comme vittérité, en plus de cuivre, malachite et quartz. Tout moudre dans des proportions exactes et chauffer. Mais pas n'importe comment. Il fallait porter le mélange à une température entre 900 et 1100 degrés Celsius et la maintenir stable. La moindre déviation le gâchait. En dessous de 900 degrés, un bleu naissait très semblable au bleu égyptien, ce qui a donné lieu à de nombreuses théories. Au-dessus de 100 degrés, le mélange fondait jusqu'à devenir un vert noir et inutile. Pensons-y, il y a 200 ans, pour produire en quantité du violet qui a coloré des milliers de statues, les alchimistes de Qin devaient disposer de fours capables non seulement d'atteindre environ 1000 degrés Celsius, mais de maintenir cette température avec une précision étonnante. C'est un niveau de pyrotechnologie que l'Europe a maîtrisé bien plus tard pour fabriquer de l'acier. Ce n'était pas de la simple peinture, c'était de la chimie avancée de l'ingénierie des matériaux. Et encore plus déconcertant, ce pigment, le violet chinois, était unique. Il ne dérivait pas du bleu égyptien. Chimiquement, ils sont différents. Cela signifie qu'en Chine, ils l'ont inventé de toutes pièces. Récapitulons. Nous avons une technique de chromage que nous associons au XXe siècle, une production de masse avec des pièces interchangeables que nous associons à des époques beaucoup plus tardives et une synthèse de pigments qui renvoie à des connaissances propres à des siècles encore à venir. Et tout cela est réuni dans une tombe du Xe siècle avant Jésus-Christ. La chronologie se fissure. Il restait une question artistique qui faisait mal aux yeux. Ces visages, ces portraits vivants et réalistes. Voici le problème. La Chine n'avait pas de tradition de sculpture réaliste jusqu'alors. L'art des dynasties Shang et Zhou, aussi complexe soit-il, était symbolique. Des vases, des rituels en bronze couverts de motifs et de masques stylisés des disques de jade, tout était stylisation. Personne ne cherchait à représenter une personne réelle. Et tout à coup, ces rangées explosent 8000 sculptures hyper réalistes, anatomiquement précises. Comment une nation entière d'artistes en une seule génération pendant les 4 décennies que dura la construction de la tombe a-t-elle pu maîtriser un langage plastique complètement nouveau et étranger encore plus étrange? Après la mort de l'empereur et la chute de la dynastie, Qin, cette tradition a disparu d'un coup. L'art de la dynastie Han est revenu à la stylisation. Ce fut un éclair, une étincelle de génie sans passé ni futur dans l'art chinois d'où il est jailli. De là est née la théorie la plus audacieuse et controversée. Si elle est rare, c'est vrai, elle réécrit l'histoire du monde. Elle a été proposée par le docteur Lucas Nickel, professeur d'art asiatique à Vienne, et certains archéologues chinois comme le docteur Li Su Chen, conservateur du musée, l'ont soutenue. L'idée est simple. Ils ne l'ont pas appris seuls.
Quelqu'un leur a enseigné. Qui maîtrisait la sculpture réaliste dans le monde du Xe siècle avant Jacé, qui savait modeler des muscles, des émotions et des portraits, la réponse pointe vers les Grecs. C'était l'époque hellénistique. L'empire d'Alexandre le Grand Mort, à peine un siècle auparavant, s'était étendu jusqu'en Inde. Des artistes grecs, des statues grecques, un style grec ont pénétré le cœur de l'Asie. Nous connaissons l'art gréco-bactrien. Nous connaissons des images de Bouddha qui prennent soudain des traits grecs. Nickel suggère que des artisans grecs ou leurs disciples sont arrivés en Chine bien avant ce qui est raconté même avant l'ouverture officielle de la grande route de la soie, et que l'empereur Qin, désireux du meilleur du monde, a engagé ses maîtres occidentaux pour former ses artisans. Des preuves, elles sont circonstancielles, mais elles existent. D'abord, dans les mêmes phoses à côté des guerriers ont été trouvées des statues d'acrobates, de lutteurs et d'artistes de foire. Et elles sont différentes. Elles sont sculptées avec un dynamisme encore plus grec. Leur musculature, leur posture respirent l'hellénisme. Elles contrastent avec les guerriers plus statiques. Deuxièmement, la génétique. Des analyses ADN provenant de tombes anciennes dans la province du Xinjiang, à l'extrême ouest de la Chine, sur le chemin du territoire Qin, ont détecté la présence de gènes européens. Les célèbres momies du Tarim des personnes grandes et rousses de race caucasienne vivaient là bien avant Qin. Il y avait un chemin, le contact était possible. Imaginez la scène, un complexe souterrain secret rempli de maîtres chinois, et parmi eux plusieurs hommes barbus en toge parlant grec et montrant comment modeler un portrait. Si cela est vrai, l'armée de terre cuite n'est pas seulement un prodige chinois, c'est le premier monument à la mondialisation. Un projet secret qui a uni l'Orient et l'Occident. Ainsi, nous avons 4 anomalies technologiques, chromage, production de masse, un violet synthétique et un réalisme de saveur grecque. Chacune serait une nouvelle sensationnelle. Ensemble, elles dessinent la cour Qin non pas comme un cénacle de mystique, mais comme un centre secret d'innovation, une sorte de laboratoire qui absorbait les meilleurs esprits et techniques du monde connu. Et pourtant, ce qui est le plus troublant n'est pas l'armée, c'est seulement la sécurité, c'est le périmètre extérieur, la garde en formation, ce n'est pas le trésor principal, cela ne fait que le protéger. Le cœur du complexe est la tombe royale du premier empereur. Xinshi Huangdi n'a pas été ouverte. Elle reste scellée sous un tumulus artificiel de 76 mètres de hauteur à 1,5 km des guerriers. Personne dans le monde n'ose l'ouvrir. Pourquoi nous savons où elle se trouve ? Nous disposons de radars de pénétration terrestre. Nous avons la technologie pour percer et regarder. Le gouvernement chinois, cependant, maintient une interdiction stricte. Il y a 2 raisons. La première est la peur de la destruction. Nous avons déjà vu ce qui arrive à la peinture. Elle disparaît en 15 secondes. Que se passera-t-il avec les soies anciennes, les manuscrits en bambou, les chars en bois et peut-être le corps même de l'empereur lorsque pour la première fois en 200 ans, l'oxygène, la lumière et les bactéries feront irruption. Nous risquons de ruiner le plus grand trésor de l'histoire par impatience. Il n'existe pas encore de technologie qui garantisse à 100% sa sécurité. Mais ce n'est pas la seule raison. La principale est la peur de ce que le historien Simatian a écrit. Celui qui a décrit avec précision l'armée que nous avons trouvée nous a laissé un portrait de la tombe qui pendant des siècles a été considérée comme une fable. Simatian a écrit qu'à l'intérieur il y avait une carte recréée de l'Empire Qin, que le plafond était parsemé de plaques représentant des étoiles et des constellations que le sol reproduisait, des montagnes et des vallées, et que des arbalètes, des pièges et des mécanismes étaient installés pour tirer sur quiconque tenterait d'entrer. Il a également écrit sur des rivières. Il a affirmé que les grandes rivières de Chine, le Yangtze et le Huanghe, étaient réalisées avec du mercure liquide pur et qu'il existait un mécanisme qui le faisait couler éternellement. Cela ressemble à un délire. Un océan de métal liquide, une légende pour effrayer les pilleurs. C'est ce que tout le monde pensait. Jusqu'à ce qu'en 2000, les scientifiques pratiquent une prospection géophysique du tumulus. Ils n'ont pas foré. Ils ont pris des centaines d'échantillons de sol à différentes profondeurs et mesuré la présence de mercure. Ce qu'ils ont trouvé était ahurissant. La concentration de mercure était des centaines de fois supérieure à la normale, mais elle n'était pas répartie de manière uniforme. Elle s'accumulait à des endroits précis, dessinant des lignes qui suivaient avec précision le cours du Yangtze et du Huanghe sur la carte de l'Empire Qin. Si Mathieu n'a pas menti, la légende était vraie. Là-dessous, dans un palais scellé, il y a un lac, un océan des milliers de tonnes de métal volatile et venimeux. Le fils d'Oziane a pu croire que cela imitait des rivières, mais les ingénieurs modernes voient autre chose. Les vapeurs de mercure sont mortellement toxiques.
C'est le piège parfait, un gaz venimeux éternel qui tuera quiconque ouvrira la tombe. Ce n'est pas seulement un enterrement, c'est une arme, une bombe chimique programmée pour durer des millénaires. Nous sommes au seuil du plus grand énigme. Dehors attend une armée d'argile armée de technologies du futur. À l'intérieur repose un palais scellé gardé par des rivières de métal venimeux. Nous avons analysé, nous avons relié les indices. Que voit-on? Un empereur qui a défié non seulement la mort, mais le temps. Il a réuni autour de lui non seulement des soldats, mais des génies, des alchimistes qui savaient chromer, des chimistes capables de synthétiser des pigments, des ingénieurs qui ont maîtrisé la production de masse et peut-être des artistes grecs venus de l'autre bout du monde. D'où vient ce savoir? C'est le fruit du contact avec une autre civilisation plus avancée où le sommet propre est perdu de la science chinoise, un projet d'immortalité qui a absorbé toutes les ressources de l'Empire et qui, après la mort de l'empereur, a été délibérément enterré, détruit et oublié. Ce qui est étonnant dans les guerriers de terre cuite n'est pas un objet isolé, c'est leur ensemble. L'étonnement naît du fait qu'ils contredisent les lois de l'histoire. Ils ne devraient pas exister. Et pourtant, ils existent. Ils sont la pointe d'un iceberg dont le cœur toxique bat sous terre. L'armée se tait gardant les secrets de son maître. Nous voyons ce qu'ils ont fait, mais nous ne comprenons toujours pas comment. Et le plus incroyable nous attend peut-être au-delà de la rivière de Mercure dans l'obscurité d'une tombe qui reste scellée.